Soyons clairs, le racisme naît, vit et pourrait même mourir un jour. Il est contagieux et se transmet d'un être humain à un autre. Toutefois, sa rapidité de contagion varie selon le lieu ou la situation. On peut d'ailleurs créer de toutes pièces des situations qui augmenteraient sa vitesse et sa puissance alors que d'autres la diminueraient. À certains moments, on annonce de nouvelles vagues à l'horizon. On s'en étonne alors que des signes avant-coureurs avertissaient de l'imminence du danger. Le chômage, la misère, la violence urbaine, l'absence de courtoisie sont des agents capables d'accélérer son éclosion dans un lieu où sa présence était embryonnaire. On se demande quand tout a commencé en Amérique, il y a 400 ans, avec le commerce d'esclaves. Les premiers bateaux négriers sont arrivés à ce moment-là sur les côtes d'Amérique. Cela peut sembler lointain, mais sur un plan historique, c'était hier. Les petits-fils d'esclaves font tout pour se rappeler ces siècles sanglants, tandis que les petits-fils de colons font tout pour les oublier. On ne pense pas toujours à la même chose au même moment. On peut faire remonter la conception du virus quand l'Europe s'est mise à fantasmer sur cette énergie gratuite et inépuisable, la force de travail de l'esclave. Le but, c'est l'argent, faire travailler les autres gratuitement, avec droit de vie et de mort sur eux. On trouve encore des gens qui pensent avec nostalgie à cette époque. Dany Laferrière, juin 2020. Caméra et montage Technical Foul Production. Production artistique et directrice de la photographie Winnie J, microphone Jean-Fils Aimé. Bonjour le monde, bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Content de vous accueillir ce matin encore, tandis que nous allons réfléchir à cet événement tragique qui a été perpétré lorsque l'un des nôtres a été froidement assassiné par un policier blanc aux États-Unis. Bien sûr, nous allons nous rappeler ce qui s'était passé ce 25 mai dernier, le 25 mai 2020. Et puisque nous sommes un an plus tard, un an depuis l'assassinat de George Floyd, eh bien, ce sera intéressant de jeter un regard rétrospectif sur ces 52 dernières semaines, voir ce qui a changé. C'est ce que nous allons faire dans un premier temps. Poser un regard beaucoup plus cru, un regard beaucoup plus précis sur ce qu'est le racisme. Et enfin, comment combattre le racisme. Voilà le menu pour ce matin. Vous connaissez à ce stade-ci le rituel. Je vous invite à vous faire une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café, une bonne tasse de chocolat chaud, car ce matin encore, nous allons nous dire les vraies affaires. Restez là, je vous reviens après, c'est promis. À tout à l'heure. Avez-vous le dernier livre du docteur Jean-Fils Aimé? Si, le prochain livre du docteur Jean-Fils Aimé sort cette année. Il s'intitule « Être noir, une fabrication occidentale. Comment détruire la matrice ». Suivez nos annonces, vous pourrez le commander en pré-vente très bientôt. Le livre sera disponible en français et en anglais. Restez à l'affût. On est ensemble. Avant la pause, on s'était promis de faire un retour sur cet événement tragique qui a été perpétré l'année dernière, le 25 mai 2020, lorsque notre frère George Floyd a été assassiné. Bon.
Vous me direz, tout le monde en parle, etc. Est-ce que c'est nécessaire qu'on en parle aussi à cette chaîne? Justement, pour une raison bien simple. C'est que nous avons besoin, nous en tant qu'Africains, nous avons besoin, nous en tant qu'Afro-descendants, de reprendre le contrôle de nos narratifs. Ce n'est pas interdit à des Blancs qui jouissent de ce qu'on appelle en sociologie de privilèges blancs, de revenir aussi sur l'événement de l'année dernière. D'autant que c'est un événement qui les a avilis, que de voir un policier blanc tuer de sang-froid un humain seulement parce qu'il est de couleur noire, ça n'élève personne, en sorte que il n'est pas interdit. Au fait, c'est même recommandé à tous les humains, indépendamment de leur couleur de peau, indépendamment de leur origine, de revenir sur cet événement-là pour qu'on essaie de comprendre ce qui a été produit, ce qui a produit justement de tels comportements. Mais s'il est recommandé à tous en tant qu'humains de le faire, il nous est doublement recommandé à nous, Africains et Afro-descendants, de le faire pour la raison que voici, pour reprendre le contrôle de nos narratifs. On n'y pense pas souvent, mais la perception d'une chose dépend de la manière dont cette chose est présentée. Donc, la manière dont je vais percevoir quelqu'un, la manière dont je vais percevoir une collectivité, dépend de la manière dont on me présente cette collectivité ou bien cet individu. Or, trop souvent, nous sommes absents de la table quand il vient de présenter le narratif d'un événement auquel tous ont assisté. Pendant longtemps, et cela a nourri le racisme, on a parlé de nous sans nous. Or, si nous voulons qu'on tienne compte de nos points de vue, si nous voulons qu'on tienne compte de nos perceptions, nous allons devoir faire ce que j'appellerai plus tard, pratiquer l'art d'influencer les influenceurs. Or, pour pratiquer l'art d'influencer les influenceurs, nous devons reprendre le contrôle de nos narratifs. Alors, ne serait-ce que pour honorer la mémoire de ce frère, ne serait-ce que parce que nous ne voulons pas que sa mort soit gratuite, mais que sa mort serve à quelque chose, nous devons revenir à ce tragique assassinat, celui de notre frère George Floyd. Au fait, la question c'est, qu'est-ce qui a véritablement changé? Commençons par voir ce qui n'a pas changé. Ce qui n'a pas changé, c'est que depuis la mort de George Floyd, que dis-je, depuis l'assassinat de George Floyd, des policiers blancs n'ont pas arrêté d'assassiner des frères et des sœurs noires. On l'a vu, même pendant ce fameux procès de cet assassin dont je refuse de citer le nom, eh bien, d'autres policières blanches, d'autres policiers ont continué comme si de rien n'était d'assassiner nos frères. Donc, quand on réfléchit à la question que voici, à savoir qu'est-ce qui a changé, on peut tout de suite répondre par la via negativa. Nous savons ce qui n'a pas changé. Ce qui n'a pas changé, c'est qu'on n'a pas arrêté de tuer nos frères parce qu'on était en mesure de le faire. Ce qui n'a pas changé non plus, c'est la mentalité qui a produit ce comportement. Mais là, il faudrait être naïf pour croire qu'en un an, c'est-à-dire en 12 mois, des mentalités pluriséculaires, des mentalités qui ont été installées dans des mœurs, des mentalités qui ont été installées dans des civilisations, des mentalités qui ont favorisé, si vous voulez, toute une classe d'hommes changeraient en 12 mois. Donc non, les mentalités n'ont pas changé non plus. Ne soyons pas naïfs. Ce n'est pas parce que des politiciens ont tenu des discours, ce n'est pas parce que lors des manifestations du Black Lives Matter qu'on a vu des politiciens mettre un genou à terre, ce n'est pas parce qu'on a vu des policiers mettre un genou à terre en signe de demande de pardon, en signe d'amende honorable, qu'il nous faut croire que les mentalités ont changé. Ce qui n'a pas changé non plus, c'est le rapport entre les communautés.
cet événement-là, hélas, n'a pas changé le rapport entre les communautés, car si vous regardez encore les statistiques, eh bien, peu importe, n'est-ce pas, le facteur considéré, à l'exception de la criminalité, les communautés noires vont toujours se retrouver au bas de l'échelle sociale. Donc, on a continué à tuer nos frères. On a continué, n'est-ce pas, à nourrir la même mentalité suprémaciste. On a continué à entretenir le même type de rapport entre les communautés. Donc, rien de cela n'a changé. Les autres communautés n'ont pas changé leur rapport avec notre communauté. Ceux qui sont en pouvoir de le faire n'ont pas changé leur mentalité abusive. Par contre, il y a une chose qui a changé, c'est que désormais, et cela pendant les 12 derniers mois, la question du racisme a fait partie des débats. Il faut bien comprendre, les gens étaient pour la plupart en confinement, il y avait à peu près pas de distraction, et voilà un assassinat qui a été perpétré au vu et au su de tout le monde, et l'assassinat s'est imposé comme sujet de conversation. Il s'est imposé comme sujet politique, il s'est imposé comme débat sociétal, en sorte que le racisme est reprojeté, pour ainsi dire, sur la conscience des humains. Ce qui a changé, c'est donc qu'on s'est questionné sur les divers visages du racisme. Jusque-là, on pensait qu'un raciste, c'est quelqu'un qui dit tout bêtement qu'il n'aime pas les Noirs. Jusque-là, on pensait qu'un raciste, c'est quelqu'un qui disait tout bêtement qu'il n'aime pas les autochtones. Jusque-là, on pensait qu'un raciste, c'est quelqu'un qui disait, écoutez, qu'il n'aime pas quelqu'un qui n'a pas la même couleur de peau que lui. Mais on a découvert, au cours de ces 12 derniers mois, que le racisme fonctionne de manière plus subtile que ça. Car la majorité de ceux qui sont racistes ne vont jamais dire qu'ils n'aiment pas les autres. Mais dans leur comportement, dans leur relation avec les autres, on va réaliser qu'effectivement, même si ces personnes-là ne verbalisent pas le racisme en tant que tel, elles sont racistes de par leur comportement. Alors, posons-nous la question, puisque ce qui a changé, c'est le retour sur la conscience occidentale du racisme en tant que sujet de société, posons-nous la question, mais qu'est-ce que c'est que le racisme? Rapidement dit, le racisme, c'est une façon de se présenter l'autre qui réduit l'autre à sa plus simple expression. C'est une façon de présenter l'autre qui le réduit à la couleur de sa peau. C'est une façon de présenter l'autre qui le réduit à son ethnie. Le racisme, c'est une façon de présenter l'autre qui le réduit à son accent, qui le réduit à sa cuisine, qui le réduit à son odeur, pour ainsi dire. Non seulement la personne raciste réduit l'autre à sa plus simple expression, à la couleur de sa peau, à son accent, à son odeur, mais en plus, le racisme, c'est de dire, puisque je te réduis à ta plus simple expression, je le fais parce que je te suis supérieur. En sorte que le racisme, ce n'est pas seulement une façon de se présenter l'autre, le racisme, c'est aussi un rapport de pouvoir. Je veux bien que mon voisin d'à côté, qui n'a pas plus de pouvoir que moi, peut être raciste vis-à-vis de moi, mais son racisme ne me dérange pas puisque il ne m'empêche pas de manger, il ne m'empêche pas de travailler, il ne m'empêche pas, pour ainsi dire, n'est-ce pas, de gagner ma vie. Mais le racisme qui fait mal, c'est le racisme par lequel celui qui est en autorité, et on va voir la déclinaison de cela, dit à l'autre, puisque tu n'es pas comme moi, puisque je te suis supérieur, je t'empêche d'avoir ce qui te revient. Tout est parti de l'assassinat de George Floyd par ce policier. Pensons-y. Pourquoi le policier n'était-il pas gêné d'assassiner un humain à la vue d'une caméra, donc à la vue du monde entier?
Pourquoi même lors de ce procès phénoménal, le policier n'a jamais manifesté quelque regret que ce soit? Eh bien, c'est parce que on lui a conféré un pouvoir et puisqu'il en avait le pouvoir, il se disait tuer un noir, ce n'est rien car j'exerce mon pouvoir. Tout le monde fut scandalisé, du moins ceux qui ont encore une conscience, mais dans la vie de tous les jours, ce racisme que je décris aussi comme un abus de pouvoir s'exprime autrement. Lorsque tel propriétaire, par exemple, refuse de louer un appartement à quelqu'un d'autre parce que lui n'est pas de sa communauté, mais ça aussi c'est un abus de pouvoir. Pourquoi est-il en mesure de le faire? Parce qu'il dit, moi, j'ai d'autres personnes qui peuvent louer mon appartement. Puisque j'ai le pouvoir de choisir qui peut louer ou qui ne peut pas louer, je vais donc abuser de ce pouvoir en niant à l'autre le droit d'avoir un toit sur la tête. Je ne lui louerai pas un appartement parce que j'ai ce pouvoir-là, je vais en abuser. Le racisme, c'est aussi le patron qui refuse d'engager quelqu'un sous prétexte que cette personne-là a un accent, sous prétexte que cette personne-là a une autre couleur de peau, sous prétexte que cette personne-là est d'une autre ethnie. Tout le monde a pointé le doigt contre ce policier qui a abusé de son pouvoir. Mais que dire du patron qui refuse de donner du travail, qui est au fait un droit fondamental à quelqu'un, sur le simple motif qu'il vient d'ailleurs? Ou ce patron qui accepte d'embaucher, mais qui veut du beau, bon, pas cher. Ça aussi, les amis, c'est du racisme. Quand on regarde la feuille de paye des employés d'une même compagnie, et qu'on réalise que pour les mêmes tâches, pour les mêmes fonctions, pour les mêmes titres, pour les mêmes compétences, eh bien, un tel va faire jusqu'à 2 fois plus que l'autre. Et quand on se pose pour quelle raison, eh bien, la raison inavouable, c'est que ce un tel qui fait jusqu'à 2 fois plus que l'autre, il a la couleur de peau qu'on veut en Occident. Mais ça aussi, c'est un abus de pouvoir. Le racisme, c'est aussi un abus de pouvoir lorsque des directeurs d'opinion se permettent de cracher tout leur fiel, se permettent de cracher toute leur haine sur une communauté, pas parce que cette communauté-là a commis des crimes ou a commis des crimes plus qu'une autre communauté, mais tout simplement parce que cette communauté-là vient d'ailleurs, auquel cas ai-je le droit, moi, comme directeur d'opinion, d'abuser de mon pouvoir et raconter toutes sortes de dénigrements sur cette communauté. Donc, on voit que le racisme, c'est une façon de représenter l'autre, mais c'est aussi une façon d'abuser d'un pouvoir qu'on se donne et refuser des droits fondamentaux à l'autre. Ce qui a changé, c'est que on réalise que le racisme, ce ne sont pas des gestes isolés, ce ne sont pas des propos désobligeants que tel voisin, que tel collègue, que tel patron, que tel politicien tient. Le racisme, en fait, c'est un système. C'est un système qui a été mis en place, n'est-ce pas, dans les confluents de la traite négrière, parce qu'il fallait justifier cet acte ignoble consistant à réduire d'autres humains à l'état de choses. Donc, le racisme, c'est un système. Et quand on dit système, qu'est-ce qu'on entend? Ça veut dire que ça prend plus qu'une personne, ça prend plus qu'un secteur d'activité pour que le racisme soit possible. Et regardons, si vous permettez, n'est-ce pas, en quelques instants, ce qu'on entend par le système raciste occidental. Pour que le racisme soit possible, il faut bien qu'il y ait des idéologues qui proposent l'idée qu'il y ait plus qu'une race humaine. Mais c'est ce que les pseudo-scientifiques ont fait.
C'est ce que des idéologues, c'est ce que des doctrinaires ont fait pendant des siècles en disant, et quand je dis pendant des siècles là, jusqu'au début de ce siècle-là, n'est-ce pas, il y avait encore de pseudo-scientifiques qui sont allés dans des télévisions d'État pour affirmer que quand on compare le QI, n'est-ce pas, d'un noir au QI d'un blanc, quand on compare le QI d'un noir au QI d'un asiatique, eh bien c'est vrai que le quotient intellectuel d'un noir est plus faible que le quotient intellectuel des autres. Bon Dieu, sommes-nous encore au 19e siècle? Eh bien, quand on dit racisme, ça veut dire qu'il y a un système, qu'il y a des penseurs qui essaient de justifier cette hiérarchisation des communautés sur la base de soi-disant race et qui le font au nom de la science. Les universités les ont laissés passer, nos écoles les ont laissés passer, nos médias les ont laissés passer, et c'est parce qu'il y a des idéologues derrière le racisme que le système tient encore. Quand on dit système, ça veut dire qu'il y a des gens d'affaires qui tirent profit de la chose. Ah oui, on ne peut concevoir que des gens aient financé le voyage de Christophe Colomb, pour ne prendre que cet exemple-là, avec d'autres marins, qu'on les a appelés des explorateurs, mais on l'a fait dans quel but? Dans un but mercantiliste. On avait besoin de faire du fric parce que l'Europe était, n'est-ce pas, dans une crise économique, l'Europe était dans une crise, n'est-ce pas, financière, l'Europe était dans une crise de famine, il fallait trouver des débouchés en dehors du continent. Alors là, des gens d'affaires ont vu dans l'esclavage une opportunité de faire du fric. Et si le racisme a tenu tout ce temps-là, c'est parce que le racisme rapporte aux gens d'affaires. Vous pensez que le racisme aujourd'hui ne rapporte pas? Lorsqu'un entrepreneur, lorsqu'un homme ou une femme d'affaires, lorsque, si vous voulez, des banquiers, par exemple, vont choisir de prêter à un taux plus élevé, certaines gens de certaines communautés qui vont pourtant acheter la même voiture, ça a été prouvé. Certains concessionnaires qui vendent la même voiture, la même année, la même marque, vont choisir de vendre cette auto à un taux supérieur selon que vous êtes de telle communauté et à un taux moindre selon que vous êtes d'une autre communauté. Lorsqu'un employeur décide de donner un salaire moindre à un employé, parce qu'il est noir, et de donner un salaire supérieur à une femme blanche ou à un homme blanc sur le simple motif qu'il est blanc ou qu'elle est blanche, eh bien, le racisme rapporte. C'est vrai que lorsqu'on fait une étude, n'est-ce pas, macroéconomique, on dit que par le racisme, tout le monde perd parce que on ne construit pas un système méritocratique en continuant à faire la promotion du racisme. Ça, c'est d'un point de vue macroéconomique. Mais si l'employeur, lui, a l'opportunité d'enlever des sous à un employé parce qu'il est noir et de donner un salaire supérieur à un autre employé parce qu'il est blanc, question de le fidéliser, eh bien lui, lorsqu'il fait son compte à la fin de la journée, il gagne parce qu'il a un employé, n'est-ce pas, qu'il considère comme du beau, bon, pas cher. Si le racisme perdure, c'est parce que il y a des agents sociaux qui font la promotion de l'infériorisation de certaines personnes. Nul n'ignore le fait que pendant la période de l'esclavage, l'Église enseignait aux Noirs qu'ils doivent accepter leur position de damnés de la terre, qu'ils doivent accepter leur position d'être, si vous voulez, les plus bas placés de l'échelle sociale, car en acceptant cette position, ils vont se mériter un paradis dans l'au-delà. Donc vous notez que pour qu'un système puisse fonctionner, pour que le racisme perdure tout ce temps-là, c'est pas juste parce que tel voisin tient un propos désobligeant, c'est parce qu'il y a tout un système qui soutient une telle pensée. C'est parce qu'il y a toute une civilisation qui soutient une telle pensée. Et n'ayons pas peur de le dire, la civilisation occidentale, c'est une civilisation dont les ressorts sont racistes.
Le racisme, ce n'est pas seulement un système, c'est une façon d'habiter le monde. C'est une façon d'entretenir des rapports verticaux avec les autres, de dire moi je suis en haut, vous êtes en bas, alors que dans une communauté saine, on entretient des rapports horizontaux. Je ne te suis pas supérieur, tu ne m'es pas supérieur non plus, nous sommes complémentaires, nous sommes interdépendants, et si nous acceptons de collaborer, eh bien chacun tirera son épingle du jeu grâce à la participation de l'autre. Mais ce n'est pas ça le racisme. Le racisme, c'est une façon d'habiter le monde et qui me fait croire que les ressources de l'autre m'appartiennent parce que l'autre est inférieur, qui me fait croire que je peux exploiter l'autre parce que l'autre est plus près de la race animale que de la race humaine, et au nom, n'est-ce pas, d'une telle mentalité, au nom d'une telle façon d'habiter le monde, il n'y a pas une seule brimade, il n'y a pas une seule vexation qui soit épargnée à l'autre, parce que le racisme, c'est une façon d'habiter le monde. Le racisme, c'est la résultante d'une accumulation de siècles de mensonges. Souvent, on se pose la question, mais si on ne naît pas raciste, mais que, au contraire, c'est un comportement appris à la maison, c'est un comportement appris dans le voisinage, c'est un comportement appris à l'école, c'est un comportement appris par les médias, etc. Mais d'où vient-il le racisme? Eh bien, le racisme, c'est la résultante d'une accumulation de siècles de mensonges. Vous savez qu'aujourd'hui encore, malgré le fait que l'Occident se targue d'avoir de grands départements d'histoire, eh bien, on refuse d'enseigner qu'avant l'invasion des Européens, avant l'invasion européenne de l'Afrique, mais l'Afrique avait de grands empires. L'Afrique avait de grandes civilisations. L'Afrique avait de grands centres de diffusion de savoir. L'Afrique avait de grands centres de production de savoir. L'Afrique avait des échanges, n'est-ce pas, avec d'autres peuples, mais on refuse de dire tout cela. Pour quelle raison? Pour justifier un mensonge. Le mensonge du white man's burden. Vous savez ce que c'est que le mensonge du white man's burden, le fardeau de l'homme blanc? Eh bien, l'homme blanc se dit qu'il est venu sur terre avec une mission. Celle d'apporter la lumière au peuple noir, celle d'apporter les civilisations au peuple noir, celle d'apporter de la culture au peuple noir. Ce fardeau de l'homme blanc qui lui fait croire que lui a la civilisation et qu'il doit la diffuser aux autres peuples, pas seulement au peuple noir, mais aux autres peuples, c'est un pur mensonge. Car lorsqu'on sait que ceux que l'Occident considère comme des savants accomplis, ceux que l'Occident considère comme des hommes qui ont fait avancer le savoir justement en Occident, c'est des hommes qui sont passés chez nous. Pour ne citer qu'un exemple, pensez à un Pythagore par exemple, dont on évoque le nom comme un savant accompli, que ce soit en mathématiques, on parle du théorème de Pythagore, on parle des théories de Pythagore en matière de musique, en matière de compréhension des autres planètes. Ce qu'on ne nous dit pas, c'est que ce Pythagore-là a dû passer pas moins de 11 ans en Égypte à s'initier à toutes sortes de sociétés mystiques égyptienne, donc africaine, pour découvrir les notions qu'il allait ramener en Occident. Alors, ne soyons plus étonnés si le petit jeune d'aujourd'hui pense que, puisqu'il est blanc, il est automatiquement supérieur à son voisin noir parce que celui-ci est noir. Ne soyons plus étonnés que le voisin pense qu'il est automatiquement supérieur à tel autre voisin sur le motif de la couleur de sa peau. C'est parce qu'on a farci son cerveau pendant des siècles de toutes sortes de mensonges, des mensonges selon lesquels, eh bien, les autres peuples, les peuples autres que les Blancs, n'ont pas eu de civilisation, ils n'ont pas eu de lumière, ce sont des sauvages et c'est nous qui sommes allés leur apporter, n'est-ce pas, la civilisation. Au fait,
Si un sauvage, c'est celui qui ne respecte pas la vie de l'autre, si un sauvage, c'est celui qui ne respecte pas les biens de l'autre, si un sauvage, c'est celui qui ne respecte pas le mode de vivre ensemble de l'autre, eh bien, si vous comparez ceux qui se font appeler des gens civilisés à ceux que ces gens civilisés appellent des sauvages, il me semble que les sauvages ne sont pas ce que l'on croit. Et pourtant, c'est ça le racisme. Le racisme, c'est de l'épistémicide. Ça veut dire tuer les croyances de l'autre, tuer la civilisation de l'autre, tuer le mode de vie de l'autre, l'assimiler à son mode de vie à soi, tout en le réduisant à un état de choses. En fait, le racisme, c'est une déshumanisation. Vous n'y pensez pas, mais lorsque vous refusez à l'autre le droit d'étudier dans un domaine qu'il veut embrasser. Vous savez, pendant quelque temps, on avait interdit l'entrée à certaines écoles, l'entrée ou la pratique de certaines professions à certaines communautés sur la base de leur couleur. Eh bien, lorsque vous refusez aux gens d'exercer des droits aussi fondamentaux que celui d'embrasser la profession qu'il veut, que celui d'habiter là où il veut, que celui, que dis-je encore, n'est-ce pas, de travailler là où il veut, vous êtes en train de déshumaniser l'autre. Et c'est ça le racisme. Au fait, ce qui a changé depuis la mort de George Floyd, c'est qu'on parle de racisme. Mais ne nous trompons pas. Si on parle de racisme, ce n'est pas parce que les politiciens veulent qu'on en parle. Souvent, nous sombrons dans ce comportement sentimental, dans ce comportement romantique. Nous attribuons cette prise de conscience qui nous invite à parler du racisme, eh bien, nous l'attribuons à la présence de tels politiciens. J'aime à rappeler tristement que les 8 années de ce frère noir, Barack Obama, à la Maison-Blanche, n'ont pas empêché des policiers blancs de tuer des frères et des sœurs noirs. Pendant la présidence de Barack Obama, des policiers blancs ont continué à assassiner comme si de rien n'était, à assassiner comme avant des frères et des sœurs noirs, malgré la présence d'un président noir à la Maison-Blanche. Donc, ne comptons pas sur la présence d'un politicien pour faire avancer nos agendas, nous devons procéder autrement. Et donc, à partir de maintenant, nous allons nous poser la question, mais si le racisme, c'est un système, si le racisme, n'est-ce pas, suppose le travail de beaucoup de secteurs d'activité, comment le combattre de manière efficace? Comment le combattre véritablement? Nous allons en parler après la pause que voici. Avez-vous le dernier livre du docteur Jean Fils-Aimé? Si, le prochain livre du docteur Jean Fils-Aimé sort cette année. Il s'intitule Être noir, une fabrication occidentale. Comment détruire la matrice. Suivez nos annonces. Vous pourrez le commander en pré-vente très bientôt. Le livre sera disponible en français et en anglais. Restez à l'affût. On est ensemble. Eh bien, pour combattre le racisme de manière efficace, il faut d'abord comprendre ce qu'est le racisme. C'est ce que nous avons fait dans la première partie de l'émission, prendre le temps de définir le racisme et montrer quelques-unes de ses manifestations, car une seule émission ne suffirait pas à montrer les divers visages du racisme. Mais retenons que le racisme, c'est une façon d'habiter le monde. C'est une façon de dire « moi, je suis supérieur », conséquemment, l'autre est inférieur. Puisque je suis supérieur, j'ai des droits que je lui refuse. Puisqu'il est inférieur, je peux le déshumaniser, je peux le réduire à sa plus simple expression. Et ça, c'est pas toujours logique, c'est pas toujours conscient. Avec le temps, eh bien, cela devient des réflexes. Avec le temps, cela devient des atavismes. Avec le temps, ça devient même des instincts, parce que quand ça fait plus de 4 siècles qu'on se comporte ainsi vis-à-vis des autres, on finit par croire que c'est un comportement normal.
Ainsi, avant l'assassinat de George Floyd, eh bien, certaines gens pensaient que c'était normal de refuser un emploi, de refuser un loyer, de refuser un salaire à quelqu'un sur la base de la couleur de sa peau. Eh bien, maintenant qu'on est en train de faire la démonstration que non seulement c'est anormal, mais c'est malsain, eh bien, la première façon de combattre le racisme, une fois qu'on en a pris conscience, c'est d'en parler. Qui doit en parler? Souvent, on s'attend à ce que ce soit ceux qui bénéficient du racisme qui en parlent. Mais est-ce que nous réalisons à quel point nous sommes naïfs? C'est difficile pour quelqu'un qui profite d'un privilège. C'est difficile pour quelqu'un qui jouit des avantages d'un système de dénoncer le même système grâce auquel il gagne sa vie. Alors nous attendons à ce que des politiciens dont les campagnes sont financées par des lobbies racistes, tout à coup mettent sur pied des politiques antiracistes. Voyons donc. Ils seront amenés à le faire lorsqu'ils seront obligés de le faire. Or, pour qu'ils se sentent obligés de le faire, il faut que ceux qui subissent le racisme en parlent. J'aime à dire qu'il ne faut rien laisser passer. Une blague raciste, un comportement raciste, n'est-ce pas, des propos racistes, des résultats d'une pensée raciste, il faut les dénoncer. C'est à force d'en parler que ceux qui jouissent de ce privilège-là vont commencer par se sentir inconfortables dans les privilèges qu'ils se sont donnés. Car si nous qui subissons le racisme, nous n'en parlons pas, ne comptons pas sur ceux qui en profitent pour en parler. Parlons de racisme. Parlons-en en famille. On dirait que nous sommes devenus, nous, des communautés racisées honteuses. Tel père qui pourtant subit le racisme à son travail, tel père qui pourtant subit le racisme dans son voisinage, n'ouvre pas la conversation avec son fils ou sa fille pour que lui ou elle puisse partager ses expériences du racisme avec lui. Le fils subit le racisme et il n'en parle pas. Et donc, il garde ça sous couvert. La fille subit, n'est-ce pas, le racisme, elle n'en parle pas, elle n'a pas de lieu d'échange dans la famille pour dire à papa ou à maman, voici ce que je viens de subir à l'école, voici ce que tel voisin vient de me faire, voici ce que je viens de subir, n'est-ce pas, dans l'autobus. Parlons de racisme et faisons-le sans complexe, car je voudrais vous le dire, il n'y a pas un seul noir en Occident. Et là, j'insiste, je suis intraitable là-dessus. Il n'y a pas un seul noir en Occident, peu importe son niveau d'études, peu importe son statut économique, peu importe le quartier dans lequel il a vécu, il n'y a pas un seul noir en Occident qui n'ait jamais vécu de racisme. Qu'il en soit conscient, c'est autre chose. D'où la deuxième façon de combattre le racisme, c'est de construire une identité noire forte. J'ai dit, il n'y a pas un seul noir en Occident qui n'ait jamais vécu de racisme. C'est une chose que de vivre le racisme, c'en est une autre d'en être conscient, et c'en est une autre de dire, puisque j'ai vécu le racisme, puisque j'ai subi le racisme, je vais en profiter pour me construire une identité noire forte. Les amis, ne nous trompons pas, hein? Je vais utiliser l'expression de Frantz Fanon. En Occident, jusqu'à ce que ça change, le blanc, consciemment ou inconsciemment, va voir le noir comme le damné de la terre. Regardez, dans votre milieu de travail, si quelqu'un doit avoir un salaire faible, ça va être le noir. Dans la rue, si quelqu'un doit se faire interpeller par la police, ça va être les noirs. Dans l'autobus, n'est-ce pas, s'il y a quelqu'un qui est soupçonné de crime, ça va être le noir. Avec le temps, ça devient des réflexes. Et nous, plutôt que d'en profiter pour construire une identité de noir forte, pour être solidaires les uns avec les autres, comment réagissons-nous? Dès que l'un d'entre nous réussit, il ne se considère plus comme noir. Est-ce que nous notons ça? On peut dire les vraies choses dans cette émission. Dès que quelqu'un réussit déjà, il va s'éloigner des autres noirs.
Autrefois même, nos élites refusaient de parler nos langues maternelles à la maison dans l'espérance d'offrir plus de chance à leur progéniture. Est-ce que vous voyez la connerie? Aujourd'hui, dès qu'un noir réussit, que ce soit dans le domaine des arts, que ce soit dans le domaine du sport, que ce soit dans le domaine des affaires, eh bien, l'un des premiers comportements qu'il va adopter, c'est de se diluer parmi les privilégiés blancs et arrêter de se considérer comme noir. Ce n'est pas ainsi qu'on va faire avancer notre combat contre le racisme. Le combat antiraciste doit se mener collectivement. Tel individu peut beau crier, tel individu peut beau manifester. Eh bien, s'il n'y a pas une conscience identitaire forte de la part de ceux qui sont élevés en dignité dans nos communautés noires, nous allons continuer à être les damnés de la terre. Vous imaginez, Frantz Fanon a écrit ce livre-là en 1961. Nous sommes en 2021. Il parlait des Noirs comme les damnés de la terre. Eh bien, plusieurs décennies plus tard, malheureusement, le diagnostic de Frantz Fanon demeure vrai, il demeure adéquat, il demeure précis. Peu importe, n'est-ce pas, notre statut, peu importe notre réussite individuelle en tant que Noirs, collectivement, nous sommes toujours les damnés de la terre. Et l'une des raisons pour lesquelles les choses ne changent pas encore, c'est parce que nous ne sommes pas suffisamment conscients du fait que même si j'ai plus d'argent que l'autre, du fait que même si moi je suis une véritable star dans le domaine des sports, dans le domaine du divertissement, je suis noir. Et parce que je suis noir, je suis solidaire des autres noirs. Malheureusement, il y en a qui réalisent qu'ils sont noirs le jour où ils subissent leur acte de racisme. Ils réalisent qu'ils sont noirs lorsque un policier les interpelle, malgré le fait qu'ils sont des stars. Eh bien, c'est regrettable. À quelque chose, malheur est bon. Eh bien, si nous continuons d'être la queue de peloton en matière de progrès entre les communautés, c'est parce que nous n'avons pas cette conscience identitaire. Il y a tant de gens que les Blancs utilisent comme des tokens. Ah, vous pouvez pas dire que nous sommes racistes. Regardez, on a un tel à la télévision. Vous ne pouvez pas dire que je suis raciste. Il y a un tel qui est nommé à tel autre poste. Mais justement, on nomme un tel, tandis que vous êtes 20 ou 30 à mériter le même poste. Pourquoi est-ce qu'on y va seulement un noir à la fois? C'est comme si les sociétés occidentales ont peur d'avoir trop de noirs. Il y a cette fragilité blanche. Eh bien, pour combattre le racisme de manière efficace, nous devons le faire collectivement. Et le faire collectivement suppose que nous ayons une identité de noir forte. Pour combattre le racisme, il faut s'organiser politiquement. Les études prouvent que nous nous organisons selon nos pays, nous nous organisons selon nos villes, nous nous organisons selon nos langues. Fine. Au-delà de nos pays respectifs, au-delà de nos villes respectives, au-delà de nos langues maternelles respectives, est-ce qu'on peut regarder la forêt et s'organiser en tant que communauté noire? Pourquoi nous ne sommes toujours pas dotés d'organisations fédératrices fortes qui puissent porter des ballons, n'est-ce pas, que nous voulons défendre dans les grandes instances internationales? Parce que nous ne sommes pas organisés. Quand je parle d'organisation, je parle évidemment d'organisation politique, les amis. Si nous ne sommes pas politiquement organisés, nous ne pouvons pas compter sur des politiciens pour faire avancer nos agendas politiques. Un politicien va faire avancer l'agenda politique d'une communauté qui est politiquement organisée, d'une communauté qui est financièrement forte. Or, non seulement sommes-nous faibles financièrement, nous allons en parler, mais politiquement, nous ne sommes pas organisés.
Je regarde ce comportement que j'allais considérer d'enfantin lorsque l'un d'entre nous entre en politique et puis nous sommes heureux parce qu'un tel est député. Nous sommes heureux parce qu'un tel est ministre. Mais quand on regarde le bilan de cette personne qui est nommée ministre, le bilan de cette personne qui est élue comme député, qu'est-ce que ce député, qu'est-ce que ce ministre a fait avancer comme cause noire? Rien. Malheureusement, dans nos communautés, quand nous avons quelqu'un parmi nous qui est élu député, le jour de son élection, jusqu'à la prochaine élection, il est sans odeur, sans couleur, sans saveur. Il refuse de s'identifier comme noir. Il refuse de s'afficher avec sa communauté pour qu'on ne dise pas que lui, il est encore dans son ghetto. Sauf lorsqu'il y a des élections, alors là, il redevient noir. Est-ce que nous allons continuer à voter pour ces gens-là parce qu'ils sont noirs? Ou bien est-ce que nous allons exiger qu'ils fassent avancer nos agendas, qu'ils fassent avancer nos causes? J'aime à dire, et ça devient un refrain dans mes émissions à chaque fois que j'en parle, le racisme, les amis, on n'y pense pas toujours, c'est une affaire de sous. Vous ne pouvez pas, je ne peux pas vous obliger à m'aimer. Mais si c'est moi qui vous nourris, vous serez obligé de me respecter. Je ne peux pas vous obliger à être mon ami, mais je peux vous tenir en respect si c'est moi qui signe votre chèque directement ou indirectement. Or, pour que nous puissions régler le problème de racisme, nous devons apprendre à devenir des communautés financièrement fortes. Nous sommes de grands consommateurs, mais nous ne consommons pas intelligemment. On dirait que ça nous rabaisse. Quand nous devons consommer chez un frère, quand nous devons consommer chez une sœur, oh, le mot d'ordre, les amis, il est clair. Consommons noir, embauchons noir, gardons notre argent au sein de notre communauté. Si nous sommes une communauté forte, et que ce soit nous qui financions nos propres politiciens, eh bien, nos politiciens vont exécuter notre agenda. Ils sauront qu'ils entrent en politique pour nous servir, pas pour servir monsieur et madame tout le monde de manière générale ou de manière éthérée, mais pour nous servir, nous. Si c'est nous qui finançons la campagne de politiciens, il saura qu'il entre en politique pour nous servir, pas pour se mettre de l'argent dans la poche, pas pour faire carrière ou pour lécher sa propre image. Il entrera en politique pour nous servir, et puisque c'est nous qui allons financer sa campagne, nous allons lui dire, monsieur, madame, voici dans tel comté, voici dans telle circonscription, voici dans telle ville, telle problématique que nous avons et nous voulons que ce soit réglé. C'est important, les amis, d'être politiquement organisés. Pour quelle raison? Parce que ce sont les politiciens qui nomment les juges, pas vrai? Ce sont les politiciens qui nomment les directeurs de police. Or, justement, lorsqu'un comportement raciste part d'en haut, ceux qui sont en bas limitent. Vous imaginez si à chaque fois qu'un policier est traduit devant un juge pour des actes de racisme, eh bien, ce policier-là est condamné par des juges, à un moment donné, ce comportement-là va disparaître. Vous imaginez si les directeurs de police sont vraiment convaincus que le racisme, n'est-ce pas, n'a plus sa place dans des sociétés au XXIe siècle, eh bien, le message partira d'en haut et sera suivi par de simples constables dans les corps de police. Mais qu'est-ce qui se passe au contraire? Précisément parce que nous ne sommes pas organisés politiquement, ou alors parce que nous sommes faibles économiquement, nous ne sommes pas en mesure d'imposer nos agendas aux politiciens qui, eux, vont choisir des juges, vont choisir des directeurs de police en tenant compte justement des agendas auxquels nous sommes sensibles. Pour combattre le racisme, nous devons apprendre à influencer les influenceurs. Moi, je refuse difficilement une entrevue où je dois parler des problèmes de ma communauté. Quand
Quand je dis non, moi, en tant que membre de cette communauté, les médias vont quand même trouver quelqu'un, et ils vont trouver quelqu'un qui n'est pas sensible à ma problématique et qui ira raconter n'importe quoi, et ce qu'il va raconter va avoir un impact sur la perception globale de la communauté. Nous devons être présents là où ça compte. Où est-ce que ça compte? Dans les écoles? Où est-ce que ça compte? Dans la rédaction des manuels? Laissez-moi vous le dire, il n'y a pas d'outil plus efficace pour former l'esprit d'un élève qu'un manuel d'histoire. Il fut un temps encore où tout récemment en France, on continuait à dire que Haïti est une colonie française ou qu'on a tout simplement rayé toute l'histoire de la révolution haïtienne. Mais qui a écrit ces manuels-là? Dans quel but les a-t-on écrits? Dans le but justement de tirer un trait sur ce qui est glorieux pour un peuple noir. Alors, si nous voulons combattre le racisme, nous devons, nous qui avons subi le racisme, apprendre à influencer les influenceurs. On influence les influenceurs en étant présent à la table de rédaction des manuels scolaires, en étant présent sur les conseils scolaires où l'on décide, n'est-ce pas, du cursus, où l'on décide du curriculum de nos écoles. On influence les influenceurs en étant présent dans les médias, pas seulement les médias traditionnels qui demeurent importants, mais les médias sociaux. Il faut pas que ce soit un blanc qui vienne parler d'un racisme subi par une communauté noire. Il peut le faire en solidarité avec nous, mais c'est nous qui devons porter le ballon. Parce que chaque communauté doit défendre ses propres intérêts. Les humains, n'est-ce pas, ce sont des êtres qui sont motivés par des intérêts personnels, des intérêts grégaires ou collectifs. Alors moi, précisément parce que je fais partie d'une communauté, je dois apprendre à influencer les influenceurs. Une autre façon d'influencer les influenceurs, mais c'est justement par la religion. Vous notez que dès le début du racisme, dès le début de la traite négrière, on se servait des leaders religieux pour nous maintenir à notre place, pour nous maintenir à notre place de sous-hommes, pour nous maintenir à notre place, n'est-ce pas, d'hommes inférieurs qui sont plus près des animaux que des humains. En sorte que, au fil des siècles, nous sommes devenus encore plus religieux. Mais que font nos leaders religieux? Qu'est-ce qu'ils véhiculent comme message? Est-ce qu'ils enseignent à leurs ouailles la fierté d'être noirs? Est-ce qu'ils enseignent, n'est-ce pas, à leurs ouailles l'identité noire comme étant quelque chose qui a fait avancer l'humanité? Ou bien est-ce qu'ils continuent de répéter les mêmes saloperies qu'on nous répétait pendant la période de l'esclavage, à savoir que nous sommes un peuple maudit, à savoir que nous sommes plus méchants que les autres et que, justement, notre place sera dans le ciel si nous acceptons de nous soumettre à nos maîtres d'aujourd'hui? Pour combattre le racisme, et conformément à ma conviction que le racisme est d'abord une affaire de sous, nos gens d'affaires, nos chambres de commerce doivent faire montre de plus d'audace. Nos gens d'affaires doivent investir dans des secteurs qui rapportent, mais pas pour leur réussite individuelle, mais en vue d'embaucher une plus forte cohorte de Noirs, une plus forte cohorte de gens racisés. L'Italien n'éprouve aucune honte à embaucher des Italiens. Les Juifs, n'en parlons pas, ils n'hésitent pas du tout à embaucher des autres Juifs. Mais pourquoi nous, hommes et femmes d'affaires noirs, quand nous avons une entreprise, sous prétexte que nous ne voulons pas qu'on nous taxe de racisme, eh bien, que faisons-nous? Nous embauchons un noir, mais nous embauchons deux blancs, dans l'espérance que le fait par nous d'embaucher deux blancs va attirer plus de blancs. Non, dès que le blanc s'aperçoit que cette entreprise appartient à un noir, eh bien, il va consommer ailleurs. Mais même notre modèle d'affaires doit être repensé. Si j'offre le meilleur produit au meilleur prix, eh bien, je dois me dire que la personne soit blanche ou bleue ou jaune, eh bien, elle va venir acheter ce produit chez moi. Mais quand moi je réussis en affaires, est-ce que j'embauche des noirs? Pourquoi nos jeunes diplômés noirs
n'arrive-t-il pas à trouver de stage aujourd'hui encore? Parce que nous qui sommes en affaires, nous qui sommes plus avancés, nous qui avons des bureaux, des cabinets dans toutes sortes de domaines, nous ne priorisons pas comme stagiaires les nôtres. Alors nous livrons nos jeunes, n'est-ce pas, à l'abattoir en les envoyant subir des humiliations et des vexations dans les cabinets des autres communautés, tandis que nous aurions pu leur offrir un stage et leur permettre ainsi de faire carrière chez nous. Nous sommes devenus des hommes d'affaires, des femmes d'affaires riches mais honteux de leur origine, si bien que nous diluons notre origine noire, nous diluons notre culture noire en embauchant d'autres jeunes, tandis que nous avons la responsabilité morale de permettre à la jeunesse montante de faire carrière dans nos entreprises pour que notre argent reste au sein de notre communauté. L'autre ne va pas changer de comportement aussi longtemps que ce comportement lui rapporte. Il ne va pas changer de comportement aussi longtemps que ce système lui fournit des privilèges. C'est à nous d'obliger l'autre à changer. Mais pour le faire, nous devons avoir une conscience identitaire noire forte. Pour le faire, nous devons garder nos sous à l'intérieur de nos communautés. Pour le faire, nous devons être politiquement organisés. Je suis très dur avec ceux qui font de la politique dans nos communautés parce qu'ils ne font pas avancer les agendas de leur communauté. J'aime à dire que souvent, nos politiciens se comportent comme des tokens parce qu'ils ont honte, ils sont gênés de faire avancer les agendas de leur propre communauté. Chacun travaille pour sa communauté. Pourquoi les nôtres refusent-ils de le faire? Les amis, c'est important de faire mémoire de cet assassinat. Mais soyons vigilants pour qu'on ne nous roule pas dans la farine. Soyons vigilants pour qu'on n'exploite pas notre naïveté. Ce n'est pas parce que le président américain a invité au bureau ovale la famille de George Floyd que le racisme va diminuer pour autant. Ce n'est pas parce que telle entreprise décide, par exemple, de changer de nom ou bien de placer tel individu noir dans son conseil d'administration que les mentalités vont changer pour autant. Les mentalités vont véritablement changer lorsque nous, les Noirs, nous aurons construit une identité de Noirs forte. Vous savez, quand j'entretiens de tels propos, quand j'invite les gens de la communauté noire à consommer noir, à embaucher noir, à offrir des stages aux jeunes noirs, il s'en trouve toujours quelqu'un pour me faire le reproche en disant, écoutez, si vous invitez les noirs à embaucher des noirs, à quoi bon reprocher des blancs alors lorsqu'ils embauchent que des blancs? Moi, je me dis, à chaque communauté de régler ses problèmes. Je veux bien qu'il y ait le vivre ensemble. Je veux bien que les communautés apprennent à vivre entre elles-mêmes. Mais je suis aussi réaliste. Depuis tout le temps qu'on prêche le message du vivre ensemble, depuis tout le temps qu'on prêche le message de l'inclusion, eh bien, les résultats ne sont pas probants. Les Noirs subissent le chômage 2 fois plus que les autres communautés. Les Noirs subissent des interpellations policières 2 fois plus que les autres. Les Noirs n'arrivent pas à trouver des stages, ils n'arrivent pas à louer un appartement, etc. Alors je me dis, à force de demander aux autres de résoudre mon problème, et quand je regarde les chiffres, n'est-ce pas, ça ne bouge pas, eh bien je vais arrêter de demander aux autres de résoudre mon problème, je vais commencer à régler mon problème moi-même. Est-ce qu'on peut régler nos problèmes en tant que Noirs? Est-ce qu'on peut garder nos sous à l'intérieur de nos communautés? Et est-ce qu'on peut raconter nos propres récits pour qu'on influence les influenceurs? En cette semaine qui marque le premier anniversaire de l'assassinat de George Floyd, il faut saluer le fait que pour l'une des rares fois, justice a été rendue à un frère qui a été assassiné par un policier blanc. On sait que ce policier a été condamné. Mais pour un frère noir à qui justice a été rendue, combien d'autres anonymes
Combien de personnes qui ont subi des actes de racisme, qui ont subi des actes de brutalité policière, qui ont subi, n'est-ce pas, des tueries sans que les caméras n'aient capté ces images-là et dont les cas restent sans justice aucune. C'est vraiment en mémoire de ces gens-là aussi. C'est vraiment en ayant ces gens-là à l'esprit que je me dis que nous devons combattre le racisme autrement. On peut manifester, on peut organiser de grandes marches dans les rues, mais vous notez que les marches ne peuvent pas durer toujours, les marches vont durer une journée ou deux, mais une fois la marche terminée, c'est business as usual. Alors, pour gagner le combat contre le racisme, nous devons nous organiser autrement. Nous devons amener ceux qui profitent du racisme à changer de comportement. Mais c'est à nous de le faire. Nous n'allons pas le faire contre eux, mais c'est nous qui devons prendre l'initiative. Et lorsqu'ils se seront aperçus que nous sommes déterminés devant notre combativité, devant notre verticalité, ils n'auront pas le choix que de changer de comportement. Je voudrais terminer l'émission par le conseil d'un sage. Organisation, organisation, organisation. J'espère vous avoir été utile. Merci de votre écoute. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous invite donc à liker si vous aimez l'émission. Je vous invite également à partager l'émission dans vos réseaux respectifs. Je vous invite à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et si c'est déjà fait, invitez vos amis à vous abonner à notre page. Pour vous qui êtes parents et qui vous demandez, mais comment préparer mon jeune à la question de la crise identitaire qui résulte souvent des actes de racisme qu'il subit, ou pour vous qui êtes jeune et qui passez par cette crise identitaire, vous êtes devenu complexé, vous avez honte de votre propre couleur, eh bien je parle de cette question dans l'un de mes romans sur les traces de Loubaï Dantor, et vous allez découvrir au fil de votre lecture qu'être noir, c'est un élément de fierté qui va vous aider à construire une identité noire forte et qui va vous aider à mener la lutte contre le racisme et à aller de l'avant. Je suis Jean-Fils Aimé, historien, théologien et vaudouologue. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine. Gardons le moral, car tant que va le moral, tout va. On est ensemble. Au revoir. Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va.